Marie-Antoinette n'était pas celle que vous croyez. Le monde se souvient d'elle comme le symbole du luxe débridé. La reine qui dilapidait pendant que la France mourait de faim. L'étrangère froide qui ne comprenait pas son peuple. La femme qui, selon la légende, répondit à la faim du peuple par un indifférent qu'il mange de la brioche. C'est ce que tout le monde sait, mais les archives racontent une autre histoire. Il existe des documents dans les archives de Vienne qui ont été censurés pendant plus d'un siècle. Des lettres que les archivistes autrichiens eux-mêmes ont supprimées au XIXe siècle parce qu'ils les jugeaient trop compromettantes. Il existe des mémoires mais rédigées par ceux qui l'ont côtoyée chaque jour pendant des années, qui décrivent une femme radicalement différente du mythe. Et il existe une correspondance secrète, étudiée en profondeur par des chercheurs du centre de recherche du château de Versailles, qui révèle que Marie-Antoinette a été surveillée, manipulée et contrôlée dès le premier jour où elle a mis les pieds à Versailles, non pas par ses ennemis, par sa propre mère. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement la réputation d'une reine morte depuis plus de 2 siècles. C'est la question de savoir comment une femme peut être entièrement détruite sans que personne autour d'elle ne lève le petit doigt pour l'en empêcher. Comment un système, un palais, une machinerie du pouvoir peut transformer une personne réelle en personnage, et comment ce personnage peut finir par payer de sa vie des erreurs qu'il n'a jamais commises. Mais il y a quelque chose que l'histoire officielle ne vous a jamais dit sur Versailles. Tout le monde sait que Versailles était le palais le plus opulent d'Europe. Fêtes, miroirs, jardins, protocoles, l'image parfaite du pouvoir absolu. Pourtant, certains soutiennent que derrière cette image existait quelque chose de radicalement différent. Des passages qui n'apparaissent pas sur les cartes, des chambres où même le roi ne pouvait entrer sans invitation, et une vie nocturne qui, selon les témoignages de l'époque, n'avait rien à voir avec ce qui se passait à la lumière du jour. Ce soir, nous allons entrer à Versailles par la porte que les visites guidées ne montrent jamais. Le 16 mai 1770, à 10 heures du matin, une enfant de 14 ans franchit pour la première fois les grilles du château de Versailles. Elle venait de voyager 3 semaines depuis Vienne. Elle n'avait pas bien dormi. Son français manquait de fluidité. Et selon les témoignages de l'époque, son écriture était si tremblante que lorsqu'elle signa le registre de mariage ce jour-là, sa plume laissa une tache d'encre si grande qu'elle effaça une partie de la page. Certains y virent un mauvais présage. Ils avaient raison. Mais avant de parler de guillotine, de révolution et de ce qui l'attendait à la fin, il faut comprendre quelque chose que très peu de gens savent sur Marie-Antoinette, que la femme que le monde croyait connaître n'a jamais vraiment existé. Ce qui existait, c'était un masque, parfaitement conçu, et c'est Versailles qui l'avait fabriqué. Car ce que Marie-Antoinette trouva en arrivant à Versailles n'était pas un palais, c'était une prison dorée. Imaginons un instant, vous emménagez demain dans une immense demeure. Cela semble séduisant, non? Mais dans cette demeure, des caméras surveillent en chaque pièce. Vous ne pouvez pas choisir vos vêtements, ni l'heure de vous lever, ni avec qui parler, ni même comment coiffer vos cheveux sans que des dizaines de personnes vous observent, vous jugent et prennent des notes. C'était Versailles. La cour de Louis XV, puis de Louis XVI, fonctionnait sous un système appelé l'étiquette, un ensemble de règles qui régissaient absolument chaque instant de la vie de la famille royale, de la manière dont on se levait le matin jusqu'à la façon dont on se couchait le soir. Sans exception, sans jour de congé, et Marie-Antoinette, qui venait de la cour de Vienne, où l'atmosphère
était selon les témoignages de l'époque beaucoup plus simple et familiale, se retrouva d'un coup au cœur de cette machinerie. Le rituel le plus connu et le plus humiliant selon ceux qui le vécurent était le lever, la cérémonie du réveil. Chaque matin, avant que la reine puisse faire quoi que ce soit, des dizaines de personnes défilaient dans sa chambre dans un ordre strictement hiérarchisé. D'abord, les princesses du sang, puis les dames d'honneur, puis les dames de compagnie, et chacune avait une fonction précise dans le processus de l'habillage. La chemise de la reine ne pouvait pas être passée par n'importe qui. Selon la hiérarchie du moment, cela dépendait de quelle dame de plus haut rang se trouvait présente à l'instant précis où le vêtement était nécessaire. Si, en plein milieu du processus, quelqu'un de rang supérieur entrait, le vêtement devait immédiatement changer de main, même si cela signifiait laisser la reine attendre, en sous-vêtements, au milieu d'une salle pleine de monde. Madame Campan, l'une des premières dames de compagnie de Marie-Antoinette, qui laissa des mémoires écrites de tout ce qu'elle vit, décrivit une scène devenue légendaire. En plein hiver, Marie-Antoinette attendait sa chemise, pendant que toute la salle observait la pièce passer de main en main, selon le protocole. La reine tint d'abord avec un sourire forcé, puis elle se mit à rire, et finalement, selon les mémoires de Campagne, elle dit à voix basse « C'est odieux, quelle corvée !» C'était sa façon de survivre, en transformant en absurde ce qu'elle ne pouvait pas changer. Le lever n'était pas le seul rituel, c'était seulement le début. La reine devait changer de tenue plusieurs fois par jour. 36 toilettes par trimestre étaient répertoriées. Les tissus, les couleurs, les accessoires. Tout était décidé selon le calendrier et l'occasion. Le corset qu'elle devait porter lors des cérémonies officielles déformait sa silhouette à tel point que, selon plusieurs témoignages de l'époque, Marie-Antoinette déclara en 1778 qu'elle n'avait pas pu assister à certains offices religieux aux côtés du roi, précisément parce que le grand habit rendait tout mouvement normal impossible. Les paniers, ces structures qui donnèrent du volume aux jupes, devinrent si énormes durant ces premières années de règne qu'il fallait ouvrir les portes du palais à 2 battants pour qu'elles puissent passer. Et ces coiffures, les coiffures de Marie-Antoinette, sont aujourd'hui presque mythiques. Son coiffeur, Léonard, construisait des structures si hautes qu'il devait, dit-on, les rabaisser pour que la reine puisse monter dans son carrosse sans se cogner le toit. Était-ce un caprice ou était-ce le prix à payer pour être reine de France? Cela dépend à qui l'on pose la question. Mais une chose est indiscutable. Tout cet appareil extérieur n'avait pas grand-chose à voir avec la femme réelle qui se trouvait à l'intérieur. Car ce que très peu de gens se rappellent, c'est que Marie-Antoinette arriva à Versailles sans être vraiment préparée à tout cela. Son éducation à Vienne avait été, selon les rapports envoyés au palais autrichien, assez irrégulière. L'abbé de Vermont, tuteur, envoyé à Vienne avant son départ pour la France, écrivit dans ses rapports que la jeune archiduchesse possédait une intelligence naturelle remarquable, mais que son caractère était de ceux qui aiment effleurer tout sans rien approfondir. En d'autres termes, brillante mais impatiente, curieuse mais sans discipline. À son arrivée à Versailles, elle n'écrivait même pas correctement en français. Et chose curieuse, selon les témoignages, Marie-Antoinette mettait un point d'honneur à faire croire qu'elle ne parlait plus allemand. Comme si effacer ses origines pouvait l'aider à être mieux acceptée. Cela ne fonctionna pas. À la cour de Versailles, on commença à l'appeler presque immédiatement l'Autrichienne. Le terme était péjoratif. Il signifiait qu'elle ne serait jamais tout à fait l'une d'eux. La première à l'employer
selon les registres de l'époque, fut Madame Adélaïde, tante de Louis XVI, qui ne cacha jamais son antipathie envers la jeune dauphine. Et sa mère savait tout, absolument tout, car Marie-Thérèse d'Autriche n'abandonna pas sa fille seule à Versailles. Ce qu'elle fit, c'est installer un système de surveillance parallèle qui, dit-on, fonctionna pendant des années, sans que Marie-Antoinette en ait pleinement conscience. Le comte de Mercy-Argenteau, ambassadeur d'Autriche à Paris, envoyait à Vienne des rapports mensuels détaillés sur la conduite de la dauphine, avec qui elle parlait, combien de temps elle consacrait à ses obligations, si elle respectait le protocole, si le mariage progressait, tout, et Marie-Thérèse répondait avec des lettres qui arrivaient à sa fille chargées d'instructions, de conseils et, parfois, de reproches en bonne et due forme. Certaines de ces lettres, étudiées par les chercheurs du Centre de recherche du Château de Versailles, dans un projet lancé en 2023, révèlent en quelque chose de troublant. Certains passages de la correspondance furent directement supprimés par les archivistes autrichiens du XIXe siècle parce qu'ils les jugeaient trop compromettants. Ce qui fut effacé ne fut jamais entièrement retrouvé. Que cachaient ces lettres? Les historiens spéculent. Certains suggèrent qu'elles contenaient des instructions politiques directes qui auraient donné des munitions à ceux qui accusaient Marie-Antoinette d'agir comme agent autrichien à la cour française. D'autres pensent qu'elles documentaient simplement la dureté d'une mère envers une fille qui ne répondait pas aux attentes. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Marie-Antoinette vécut pendant des années sous une double pression, celle de Versailles de l'extérieur et celle de Vienne de l'intérieur. Deux systèmes qui lui demandaient des choses différentes et qui bien souvent se contredisaient. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Versailles savait, que Vienne savait, et que le monde entier découvrit peu à peu à travers des rumeurs et des pamphlets qui circulèrent dans toute l'Europe. Le mariage entre Marie-Antoinette et Louis XVI ne fut pas consommé pendant 7 ans. 7 ans. Les deux adolescents, lui 15 ans, elle 14, se glissèrent dans le même lit cette première nuit de mai 1770, devant une assistance triée sur le volet qui tenait ses invitations d'accès, comme s'il s'agissait du spectacle de l'année. Et il ne se passa rien, ni cette nuit-là, ni les suivantes. Pourquoi? C'est là que l'histoire et l'hypothèse se mêlent. Certains historiens avancent que Louis XVI aurait souffert d'une condition physique l'empêchant de consommer. D'autres évoquent une timidité extrême, une incompatibilité de caractère, ou le poids écrasant d'un protocole qui rendait toute intimité réelle impossible. Ce qui est certain, c'est que Marie-Antoinette, dans ses lettres à sa mère durant ces années, se plaignit à plusieurs reprises de l'abandon de son époux. Dans l'une d'elles, selon les chercheurs qui ont eu accès aux archives, elle écrit que le roi n'a pas le goût de coucher à deux. En 1777, Joseph II lui-même, frère de Marie-Antoinette, se rendit à Versailles. Selon les documents de l'époque, sa visite inclut des conversations directes et franches avec le couple sur ce sujet. Certains chroniqueurs suggèrent que le futur empereur autrichien leur prodigua des conseils d'une franchise inhabituelle pour l'époque. Quoi qu'il en soit, le mariage fut finalement consommé en août 1777. Marie-Antoinette écrivit à sa mère pour lui annoncer. Elle avait alors 21 ans. Elle avait passé 7 ans à Versailles sans pouvoir accomplir le seul objectif qui justifiait sa présence, donner un héritier à la couronne de France. 7 ans de rumeurs, 7 ans de pamphlets, 7 ans de regards, 7 ans durant lesquels Marie-Antoinette chercha ailleurs, dans le jeu, la mode, le petit Trianon,
ses amis les plus proches, ce qu'elle ne trouvait pas dans son propre mariage. Et c'est là, dans cette quête, que commença à se construire l'image qui allait la détruire. Mais pour comprendre cela, il faut entrer dans les endroits de Versailles qui n'apparaissent pas dans les visites guidées, les recoins qui échappaient au protocole, les espaces nocturnes que personne n'aurait dû voir, et que pourtant, quelqu'un regardait toujours. Il y a quelque chose que les guides touristiques de Versailles ne vous expliquent pas. Quand vous visitez le château aujourd'hui, vous voyez les grands salons, la galerie des glaces, les appartements d'apparat, tout parfaitement restauré, tout parfaitement visible. Mais derrière ces murs décorés, dans l'épaisseur de ces murs de plusieurs mètres, existe une autre architecture. Un réseau de couloirs étroits, d'escaliers cachés, de portes camouflées dans les boiseries et les tapisseries. Un Versailles dans Versailles. Ce que confirment les archives du château de Versailles, c'est que le palais était traversé par un réseau de passages qui permettaient au personnel de circuler sans perturber les cérémonies. Mais il existait un autre type de passage, plus discret, plus personnel. Louis XV, le grand-père de Louis XVI, avait fait aménager des couloirs privés reliant ses appartements à ceux de ses favorites. Louis XVI hérita de ce système, mais l'utilisa de manière très différente pour aller voir sa femme. Des documents attestent que Louis XVI empruntait le passage du roi, un couloir de l'entresol construit alors qu'il était encore dauphin, pour se rendre discrètement dans les appartements de la reine. Et il existe un moment précis que les historiens citent souvent, la nuit du 5 au 6 octobre 1789, quand la foule de Paris envahit Versailles. Les registres suggèrent que Louis XVI tenta cette nuit-là de rejoindre les appartements de la reine par ce passage. Mais il trouva la porte fermée. Marie-Antoinette avait déjà fui par son propre chemin, car la reine avait le sien. Au cœur de la chambre de la reine, intégrée dans la tapisserie du mur de manière presque invisible, se trouvait une porte qui donnait accès à un réseau de couloirs entièrement séparé de celui du roi. Ce fut précisément par cette porte, cachée sous la tapisserie, que Marie-Antoinette s'échappa déguisée en servante la nuit où les révolutionnaires firent irruption dans le palais en 1789. Selon les témoignages de l'époque, les soldats arrivèrent dans sa chambre et trouvèrent le lit encore chaud. Elle avait disparu à travers le mur. Derrière les grands appartements d'apparat de la reine, existait un ensemble de pièces entièrement différentes, plus petites, plus intimes, décorées avec un goût personnel qui n'avait rien à voir avec le protocole officiel, les cabinets intérieurs. Ces chambres furent fermées au public pendant des décennies. C'est seulement récemment, après des années de restauration, documentées par le château de Versailles lui-même, qu'elles ont pu être visitées. Et ce qu'elles révèlent, c'est une image radicalement différente de qui fut Marie-Antoinette. L'un de ces espaces était le cabinet de la Méridienne, un boudoir que la reine avait fait aménager pour pouvoir s'y enfermer. Les portes possédaient des loquets à l'intérieur. Dans un palais où absolument tout était public et observé, elle avait réussi à se construire un espace où personne ne pouvait entrer sans sa permission. Mais s'il était un endroit où les rumeurs sur Marie-Antoinette atteignirent leur plus grande intensité, ce n'était pas Versailles, c'était le petit Trianon. En 1774, Louis XVI lui offrit ce petit château dans le domaine de Versailles. Marie-Antoinette le transforma en quelque chose sans précédent dans l'histoire de la monarchie française. Un espace qui était littéralement le sien. Les règles y étaient données au nom de la reine.
non du roi. C'est elle qui décidait qui entrait et qui n'entrait pas. Louis XVI lui-même venait y dîner en invité, sur sa propre terre. Au petit Trianon, il était un visiteur qui avait besoin de l'approbation de sa femme pour entrer. Selon les registres du château de Versailles, en 10 ans Marie-Antoinette y séjourna 116 jours. La haute noblesse de Versailles, habituée à décider qui avait accès à quoi, se retrouva soudain exclue. Le ressentiment fut immense. Au petit Trianon, Marie-Antoinette recevait son cercle intime. La princesse de Lamballe, la comtesse de Polignac, un groupe restreint d'hommes et de femmes choisis par elle. On jouait, on chantait, on faisait de la musique. Le château de Versailles lui-même documente qu'il y eut des fêtes nocturnes avec des illuminations extraordinaires qui faisaient briller les jardins comme en plein jour. Les hommes étaient invités, mais ils ne dormaient pas au château. Seules les femmes y restaient la nuit. Ce fut précisément cette intimité exclusive qui alimenta les rumeurs les plus dévastatrices. Les pamphlets qui circulèrent à Paris décrivaient le petit Trianon comme le théâtre d'orgies nocturnes. Ils accusaient la reine de relations avec la princesse de Lamballe, avec la comtesse de Polignac, avec plusieurs hommes de la cour. Était-il vrai? Les historiens qui ont étudié la correspondance de l'époque n'ont trouvé aucune preuve documentaire confirmant l'une ou l'autre de ces accusations concrètes. Et certains chercheurs ont avancé quelque chose de troublant. Il est possible que certains de ces pamphlets aient été produits ou financés par des secteurs de la noblesse française ayant des raisons politiques de détruire l'image de la reine. En d'autres termes, la possibilité que beaucoup de ce que le monde crut sur Marie-Antoinette ait été une campagne délibérée de désinformation, et le scandale qui la détruisit définitivement ne vint d'aucune de ces rumeurs du petit Trianon. Il vint d'un collier de diamants qu'elle ne vit jamais. En janvier 1785, 2 joailliers parisiens nommés Beumer et Bassange tentaient depuis plus de 10 ans de vendre le collier de diamants le plus cher d'Europe. 647 pierres, 2800 carats, un prix d'1 600 000 livres, si astronomique que Louis XVI lui-même l'avait refusé comme cadeau pour son épouse. Marie-Antoinette l'avait également refusé 2 fois. Les joailliers étaient désespérés, et c'est alors qu'apparut Jeanne de La Motte. Jeanne de Valois-Saint-Rémy, comtesse de La Motte, était une noble sans fortune, mais dotée d'une intelligence et d'une ambition que plus d'un paierait cher. Ce qu'elle possédait, c'était la confiance d'un homme puissant, le cardinal Louis de Rohan. Le cardinal était l'un des hommes les plus influents de France, mais il avait un problème qui le rongeait. Marie-Antoinette le détestait. Des années auparavant, alors qu'il était ambassadeur à Vienne, il s'était permis de tenir des propos désobligeants sur la jeune dauphine. La mère de la reine les lui avait rapportés dans les moindres détails. Depuis lors, la reine ne lui avait plus jamais adressé la parole. Jeanne de La Motte le savait, et elle construisit sur cette blessure la fraude la plus élaborée de l'histoire de France. Elle convainquit d'abord le cardinal qu'elle était l'amie intime de Marie-Antoinette et pouvait intercéder pour lui. Le cardinal, désespéré, la crut. Puis elle organisa une rencontre nocturne dans les jardins de Versailles. Une jeune femme ressemblant notablement à la reine, une prostituée du palais royal, recrutée pour l'occasion, surgit des arbres avec une rose à la main. Le cardinal tomba à genoux. Il crut voir Marie-Antoinette. La femme prononça quelques mots de réconciliation et disparut dans l'obscurité. Aucune preuve documentaire n'atteste que Marie-Antoinette ait eu connaissance de cette rencontre. Puis un faussaire fabriqua une correspondance entre la reine et le cardinal. Les lettres commettèrent une erreur
que tout membre de la cour aurait dû détecter immédiatement. Elles étaient signées Marie-Antoinette de France. Les reines de France ne signaient jamais de leur nom de famille, seulement de leur prénom. Le cardinal, aveuglé par ce qu'il voulait croire, ne le vit pas. En janvier 1785, Jeanne de La Motte lui présenta le plan définitif. La reine voulait le collier, mais ne pouvait pas l'acheter ouvertement. Elle avait besoin d'un intermédiaire discret. Le cardinal de Rohan devint cet intermédiaire. Le 1er février 1785, il signa le contrat. Les joailliers remirent l'écrin de cuir rouge. Le cardinal le porta ce soir-là chez Jeanne de La Motte, convaincu qu'elle le ferait parvenir à la reine. Cette nuit-là, Jeanne et ses complices ouvrirent l'écrin et commencèrent à démonter le collier, pierre par pierre. Le mari voyagea à Londres avec les plus belles et les vendit à des joailliers anglais. En quelques jours, l'un des colliers les plus précieux d'Europe avait disparu pour toujours. Le scandale éclata le 15 août 1785. Les joailliers, n'ayant pas reçu le premier versement, allèrent directement parler à Madame Campan, la première dame de la reine. Campan en informa Marie-Antoinette. La reine, complètement déconcertée, en parla au roi. Louis XVI fit arrêter le cardinal sur-le-champ, dans la galerie des Glaces, devant toute la cour. Mais alors vint l'erreur que personne à la cour n'avait anticipée. Marie-Antoinette voulait un procès public. Elle voulait que son innocence soit démontrée aux yeux du monde. Ce fut la pire erreur politique de sa vie. Le 31 mai 1786, le Parlement déclara le cardinal innocent. Sans aucune charge, dans les rues de Paris, les gens fêtèrent son acquittement avec des feux d'artifice. Quand le carrosse de Marie-Antoinette traversa Paris ces jours-là, il fut hué. Pourquoi ce résultat? Les historiens soulignent que la haute noblesse et le clergé profitèrent du procès pour frapper la couronne. Mais ce qu'aucun procès n'aurait pu réparer, c'était ce qui s'était déjà installé dans l'esprit des gens. Les pamphlets avaient transformé l'affaire en quelque chose de radicalement différent. Non pas une escroquerie dont la reine était victime, mais la preuve que Marie-Antoinette était exactement ce que tout le monde disait. Une reine qui voulait un collier d'1,5 million de livres pendant que la France se ruinait. Le collier n'exista jamais pour Marie-Antoinette. Elle ne le vit jamais, ne le toucha jamais, ne le demanda jamais. Mais ce fut ce collier qui la tua avant que la guillotine n'arrive. Car après l'affaire, il n'y avait plus aucune possibilité de redresser son image publique. Et ce qui vint ensuite fut pire. Il existe un chiffre que les historiens citent depuis des décennies et que presque personne ne connaît, en dehors des cercles académiques. Selon les calculs de l'historienne Hélène Delalex, le total des dépenses personnelles de Marie-Antoinette représentait environ 0,74% du budget total de la monarchie française, moins d'1%. Ce qui plombait réellement les finances du royaume, selon le rapport du ministre Necker présenté au roi en 1781. C'étaient les pensions excessives accordées à la haute noblesse et, surtout, les guerres. Une dette structurelle accumulée sur des décennies qui n'avait rien à voir avec les robes de Rose Bertin ni avec les fêtes du petit Trianon. Mais le récit, qui s'installa dans l'esprit du peuple français, n'avait rien à voir avec les données réelles. Et ce récit a un nom précis. Madame Déficit. Marie. Antoinette dépensait-elle de l'argent? Oui. Le budget de sa maison passa d'1 million de livres en 1771 à 4 700 000 en 1778.
Elle dépensa plus de 100 000 livres en une seule année, rien qu'en robes, chez la modiste Rose Bertin. Elle perdait des sommes considérables au jeu. Tout cela est vrai. Mais il est également vrai que le cérémonial de Versailles exigeait par protocole ce niveau de dépenses de la famille royale, que les reines qui l'avaient précédée avaient dépensé des sommes comparables sans que personne ne les appelle destructrices du royaume, que les maîtresses de Louis XV avaient coûté au trésor des sommes astronomiques sans que leur nom devienne jamais synonyme de ruine nationale. La différence, c'est que Marie-Antoinette était une femme, était étrangère, et arrivait au pire moment possible. Les libelles étaient des textes anonymes, imprimés clandestinement dans des ateliers à l'étranger et introduits en contrebande en France. Cours, bon marché, distribués dans les marchés et les tavernes. La police du roi les confisquait et les détruisait. Mais il y en avait tant qu'il était impossible de les arrêter. Ce qui les rendait dévastateurs, c'était leur mélange d'accusations politiques et de contenus sexuels explicites. Ils ne se contentaient pas de critiquer ces dépenses. Ils décrivaient des orgies au petit Trianon. Ils accusaient la reine de relations avec la princesse de Lamballe, avec la comtesse de Polignac, avec plusieurs hommes de la cour. Était-il vrai? Les historiens qui ont étudié les sources primaires de manière systématique n'ont trouvé aucune preuve documentaire à l'appui de ces accusations concrètes. Et certains chercheurs ont soulevé quelque chose de troublant. Il est possible que certains de ces pamphlets aient été produits ou protégés par des membres de la noblesse française, ayant des raisons politiques de détruire l'image de la reine. Les documents de l'époque signalent que la police royale était incapable de freiner leur circulation, précisément parce que des gens de cour les faisaient imprimer ou protéger leur impression. En d'autres termes, la machinerie qui détruisit l'image de Marie-Antoinette pourrait avoir fonctionné, en partie, depuis l'intérieur de Versailles. En 1783, la peintre Vigée Lebrun présenta au Salon du Louvre un portrait de Marie-Antoinette vêtue d'une robe en gaule, une pièce légère, de mousseline blanche, presque transparente. Le type de vêtements qu'elle portait dans l'intimité du petit Trianon. La réaction fut d'indignation. Les manufactures de soie de Lyon protestèrent avec véhémence. La reine, emportant de la mousseline importée, leur prenait du travail. Le tableau fut retiré. Vigée Lebrun en peignit un autre plus conventionnel. Mais le mal était fait. Marie-Antoinette, qui tentait de simplifier son image, se retrouva accusée de ruiner l'industrie textile française. Quand elle dépensait trop, elle était Madame Déficit. Quand elle essayait de dépenser moins, elle détruisait l'économie nationale. Cette femme ne pouvait pas gagner. En 1789, quand la Bastille tomba et que les pamphlets que la police avait confisqués pendant des années se retrouvèrent à la portée de tous, Marie-Antoinette n'était plus simplement impopulaire. Elle était le symbole du système que le peuple voulait détruire. Non pas pour ce qu'elle avait fait, pour ce qu'on lui avait fait représenter pendant des années de propagande systématique. Et le procureur public, qui rédigea l'acte d'accusation pour son procès, en 1793, ne chercha pas dans les archives ni dans les documents officiels. Il prit directement les pamphlets qui circulaient depuis des années et les transforma en accusations formelles. La propagande devint droit. La fiction devint procès. Mais avant d'arriver au procès, il y eut une nuit où tout aurait pu être différent. Une nuit où Marie-Antoinette, Louis XVI et leurs enfants tentèrent de disparaître de l'histoire, et ils faillirent y parvenir. La nuit du 20 juin 1791, dans le palais des Tuileries, le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette suivirent le cérémonial du coucher
comme n'importe quelle autre nuit. On les vit se retirer dans leurs chambres. Les lumières s'éteignirent. Les gardes prirent leur position. Et alors, dans l'obscurité, commença l'opération la plus audacieuse que la famille royale française eût jamais tentée. Depuis le 5 octobre 1789, quand la foule de Paris avait marché sur Versailles et contraint la famille royale à s'installer dans la capitale, Louis XVI et Marie-Antoinette étaient des prisonniers dorés. La garde nationale les surveillait. Leurs déplacements étaient limités. En avril 1791, quand Louis XVI voulut sortir de Paris, pour aller à la messe, une foule bloqua son carrosse dans la rue. Le roi de France ne pouvait même plus aller à la messe. Le plan de fuite fut organisé principalement par Axel von Fersen, avec le soutien financier du roi de Suède et la collaboration du général Bouillé, qui commandait les troupes du Nord-Est. L'objectif était d'atteindre la forteresse de Montmédy, près de la frontière, où Bouillé disposait de troupes loyales à la couronne. De là, Louis XVI espérait renégocier sa position avec la Révolution depuis une position de force. Le plan avait un problème fondamental dès le départ. Fersen et Bouillé recommandèrent de voyager en petits groupes séparés. Marie-Antoinette refusa catégoriquement d'être séparée. Elle ne laisserait pas ses enfants voyager sans elle. Le résultat fut que la fuite la plus importante de l'histoire de France s'organisa avec 11 personnes dans une berline de 6 places, peinte en vert et jaune citron, et avec un retard d'1 heure et demie qui allait se révéler fatal. Les détails de cette nuit sont presque cinématographiques. Les enfants sortirent, les premiers, déguisés, conduits par Fersen, dans une petite calèche. Marie-Antoinette sortit seule, à pied, déguisée. Elle se perdit dans les ruelles autour du Louvre pendant plus de 30 minutes. Louis XVI sortit le dernier, habillé en domestique, saluant calmement les gardes avant de disparaître par une porte dérobée. À 2 heures du matin, la berline prit la route vers l'est. Tout se déroula selon le plan pendant des heures. Les documents d'identité étaient au nom d'une baronne de Corfe fictive. Louis XVI figurait comme son intendant, Marie-Antoinette comme gouvernante des enfants. Le dauphin était habillé en fille, mais le retard accumulé créa des problèmes en chaîne. Tout au long de la route, Bouillé avait positionné des troupes de cavalerie pour escorter la berline dans la seconde moitié du trajet. Ces troupes avaient ordre d'attendre. Quand la berline n'arriva pas à l'heure prévue, les officiers commencèrent à se disperser pour ne pas attirer l'attention. L'escorte qui devait protéger la famille royale disparut, point par point, avant que la berline n'arrive. À 8 heures du soir, la berline atteignit Sainte-Menehould. Au relais de poste, le maître Jean-Baptiste Drouet avait les nerfs à vif depuis des heures. Il avait vu des soldats entrer et sortir du village toute la journée, sans explication. Quand la berline arriva avec ses passagers nerveux et sans escorte, il regarda attentivement le passager habillé en domestique qui pointait la tête par la fenêtre. Il le reconnut. Il monta à cheval et prit un raccourci vers le prochain village, Varennes. Quand la berline arriva cette nuit-là, le relais de chevaux n'était pas prêt. Les soldats d'escorte avaient disparu, et le procureur du village arrêta le véhicule sur le pont, enjambant la rivière Aire. Le juge local, qui avait vécu à Versailles, regarda directement le passager déguisé et dit qu'il le reconnaissait. Louis XVI retira son chapeau. « Oui, je suis votre roi, » dit-il. Le tocsin commença à sonner. En quelques heures, 10 000 personnes entouraient la maison où l'on avait installé la famille royale. Le retour à Paris dura 4 jours, 4 jours de chaleur estivale, accablante, dans une berline bondée, entourée de gardes.
Le gouvernement avait donné des instructions explicites. Personne ne devait ni acclamer ni insulter le roi. La foule obéissait. Le silence de milliers de personnes, regardant passer leur roi prisonnier, est, selon ceux qui le décrivirent, quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Les conséquences furent immédiates et irréversibles. Louis XVI avait laissé une lettre expliquant ses raisons de partir, rejetant explicitement les réformes révolutionnaires qu'il avait acceptées sous la contrainte. Ce document scella son destin. Les républicains, jusqu'alors minoritaires, commencèrent à gagner rapidement du terrain. La question n'était plus de savoir si la France devait avoir un roi. La question devint, quand cesserait-elle d'en avoir un? Pour Marie-Antoinette, Varennes fut également le point de non-retour. Sa correspondance avec les puissances étrangères, cherchant une intervention militaire, fut interprétée comme une trahison, et cette accusation, plus tard, figurerait dans l'acte qui la conduirait à l'échafaud. Axel von Fersen ne cessa jamais de tenter de la sauver, mais le temps s'était écoulé sur le pont de Varennes. Il ne restait plus que le procès. Le 13 août 1792, la famille royale entra dans la prison du Temple, non pas dans la résidence attenante, qui aurait été plus digne. La Commune de Paris insista pour le donjon médiéval, sombre, humide, avec des murs de plusieurs mètres d'épaisseur. Le message était délibéré. Ils entrèrent ensemble, Louis XVI, Marie-Antoinette, leurs 2 enfants, et Madame Élisabeth, la sœur du roi. Et quelque chose d'entièrement inattendu se produisit dans ces cellules froides. Ce fut là, entouré de gardes, que Louis XVI et Marie-Antoinette trouvèrent l'intimité et la complicité qu'ils n'avaient jamais eues dans le palais, le plus somptueux d'Europe. Le 20 janvier 1793, la veille de son exécution, Louis XVI put faire ses adieux à sa famille. Les témoignages décrivent plus d'1 heure de larmes et d'embrassades. Le lendemain, il fut guillotiné. Marie-Antoinette ne fut pas autorisée à y assister. Dès ce matin-là, les documents ne la désignaient plus que par ces mots, la veuve Capet. Mais avant le procès, vint le coup le plus dévastateur de tous. Le 1er juillet 1793, des émissaires de la Convention arrivèrent avec un ordre. Le dauphin, Louis-Charles, 8 ans, devait être séparé de sa mère. Marie-Antoinette courut au lit de son fils. Elle le couvrit de son corps. Elle pleura. Elle supplia. Les commissaires menacèrent d'employer la force. Elle finit par céder. Elle l'embrassa pour la dernière fois. Elle ne le revit jamais. L'enfant fut confié au cordonnier Antoine Simon avec des instructions explicites, lui faire oublier ses origines royales, l'éduquer comme un sans-culotte, et des mois plus tard, quand la Convention eut besoin de construire le dossier contre sa mère, ce même enfant de 8 ans fut soumis à des interrogatoires pour qu'il déclare contre Marie-Antoinette les accusations les plus infâmes qu'on puisse faire à une mère. Le 2 août 1793, en pleine nuit, Marie-Antoinette fut transférée à la conciergerie, l'antichambre de la guillotine. Sa cellule était petite, humide. Un garde se trouvait à l'intérieur en permanence, jour et nuit, sans exception. Les documents du ministère de la Justice français signalent que le concierge de la prison organisa des visites payantes pour que les citoyens puissent voir l'Autrichienne dans sa cellule, comme une attraction foraine. Le procès commença le 14 octobre 1793. Ses avocats, commis d'office, furent prévenus moins de 24 heures avant l'ouverture des débats. Le dossier était incomplet et monté à la hâte. Les témoignages à charge étaient faibles. Robespierre lui-même déplorait en privé la façon dont le procès était géré.
et c'est alors que Hébert, le procureur substitut, lança l'accusation qui circulait dans les pamphlets depuis des années, que Marie-Antoinette avait commis des actes incestueux sur son propre fils, que l'enfant l'avait lui-même déclaré. Marie-Antoinette garda le silence un moment. Un juré l'interpella directement, exigeant qu'elle réponde. Elle se leva. « Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature elle-même refuse de répondre à une telle accusation faite à une mère. J'en appelle à toutes les mères qui peuvent se trouver ici. » Le tribunal se tut. Les femmes du public applaudirent. Ce fut le seul applaudissement qu'elle reçut durant tout le procès. Après l'audience, quand ses avocats la raccompagnèrent dans sa cellule, elle leur demanda à voix basse « N'ai-je pas mis trop de dignité dans ma réponse ?» Le verdict fut prononcé le 16 octobre 1793, à 4 heures du matin. Coupable, peine de mort. À 4h30, Marie-Antoinette demanda de l'encre et du papier. Elle écrivit pendant des heures. La lettre était adressée à Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, qui se trouvait encore au temple avec les enfants, sans signature, sans nom propre, au cas où elle serait interceptée, sur un petit papier de 23 sur 19 centimètres, avec une écriture rapide et serrée. Elle écrivit sur ses enfants. Elle demanda qu'ils n'oublièrent pas leur père, qu'ils ne cherchent pas à la venger. Elle écrivit qu'elle mourait la conscience tranquille. La lettre ne parvint jamais à sa destinataire. Robespierre la garda. Elle est aujourd'hui conservée aux Archives nationales de France. Madame Élisabeth ne sut jamais qu'elle existait. Elle fut guillotinée 7 mois plus tard. Le 16 octobre, à 10h30 du matin, on vint la chercher. On la conduisit sur une charrette ouverte. Le roi avait eu droit à un carrosse fermé. On le lui refusa. Face à la foule de Paris, Marie-Antoinette fit le trajet assise sur une planche, les mains liées dans le dos, en silence. Quand elle monta à l'échafaud de la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde, elle marcha accidentellement sur le pied du bourreau. Elle s'excusa. « Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès. » À 12h15, la guillotine tomba. Elle avait 37 ans. Elle était arrivée en France à 14 ans. Elle avait passé plus de la moitié de sa vie dans ce pays, qui ne l'avait jamais tout à fait acceptée. L'enfant qu'on lui avait arraché au temple mourut de tuberculose 2 ans plus tard, à l'âge de 10 ans. Des analyses ADN réalisées ces dernières années ont confirmé qu'il était bien son fils. La seule qui survécut fut sa fille Marie-Thérèse. Elle quitta le temple à 17 ans. Dans le cadre d'un échange diplomatique, elle n'eut jamais d'enfant. Elle vécut jusqu'à 72 ans. Et l'on dit qu'elle ne parla jamais du temple. Jamais. Marie-Antoinette entra à Versailles à 14 ans avec une signature tremblante qui tacha le registre de mariage. Elle sortit de l'histoire à 37 ans, à 12h15 d'un octobre froid, sans que personne autour d'elle ne prononce un seul mot. Ce qui reste, après tout ce que nous avons vu, c'est une question que les archives ne peuvent pas entièrement résoudre. Combien de personnes qui remplissent les livres d'histoire furent en réalité des constructions de ceux qui les entouraient? Cette question a une réponse contemporaine. Une femme qui hérita de la plus grande fortune privée de France, qui vécut entourée de secrets pendant des décennies et dont l'histoire réelle, celle qui se passa derrière les portes fermées, loin des caméras, est bien plus sombre et bien plus troublante que ce que personne n'osa raconter pendant qu'elle se déroulait. Le scandale Bettencourt est dans la prochaine vidéo.